Bonjour ou bonsoir à vous tous et bienvenue dans le Monde en 7. Nous sommes le samedi 27 décembre 2025. C'est la dernière émission du Monde en 7 de cette année 2025. Émission que j'ai été très heureux d'animer. Déjà par anticipation, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2026. J'aurai l'occasion de vous retrouver donc en 2026 pour poursuivre. Et pour ce jour, nous parlerons de l'Alliance des États du Sahel. On évoquera la passation de charges entre le président Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Nous parlerons également du Nigeria où les États-Unis ont annoncé avoir mené des frappes aériennes sur des positions de l'État islamique. On dira ensuite un mot sur le pays, ce pays dont on ne parle pas très souvent, la Somalie. Le pays vote pour la première fois en 60 ans. Et le dernier sujet, ce sera le Togo avec les mises en garde du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Madjoulba, en cette période de fin d'année. Et pour faire ce débat, je reçois deux invités sur le plateau. Frédéric Azeglo, c'est un cadre de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Il est avec moi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Samuel, bonsoir mon cher ami. Je suis heureux de vous retrouver à la fin d'année. Je dis que voilà, c'est une grâce particulière que nous soyons en débat pour la dernière fois en 2025. Et donc, par anticipation, je souhaite une belle année pour nos téléspectateurs et tous ceux qui aiment bien sur cette émission. Merci à vous d'être notre invité. Face à vous, Marcel Agbessinou. Marcel Agbessinou est journaliste et juriste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et je salue les Togolais de la diaspora, sans oublier ceux qui sont à l'intérieur. Étant donné que cette formule a été vérifiée plusieurs années et plusieurs décennies, selon laquelle il a été dit dans la Bible que nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Mais par cette formule lapidaire et en apparence anodine, je salue les Togolais qui sont en plein pied dans les deux fêtes, entre les deux fêtes. Et il y a certains qui s'en est allé, laissant leur famille dans la détresse, paix à leur âme respective. Et je nous souhaite aussi bonne chance et heureuse année et gardons le courage et l'espoir que demain serait beau. Et je salue aussi mon co-débatteur, le poids lourd de notre parti. Si je dis notre parti, bien que je ne suis pas dans l'UNI, mais c'est un parti qui gouverne le pays. Donc quiconque qui est sur le plan national est censé être dans ce parti. Il faut promettre d'arriver à unir en 2026, déjà en janvier. Donc, les bras ouverts, nous attendons que vous veniez. Je souhaite bonne année à tous les Togolais, bon gré malgré les difficultés. Que Dieu nous accorde aussi bonne année de 2026. Merci beaucoup. On va commencer donc avec les informations sur l'Alliance des États du Sahel qui a tenu sa rencontre. Au cours de cette rencontre, le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a transmis la présidence de la Confédération des États du Sahel, AES, au dirigeant du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui assumera la direction donc, de l'organisation en 2026. La cérémonie, c'était donc au cours de la cérémonie officielle. Il a été dit par le chef de l'État malien, je cite, le collège des chefs d'État de l'AES a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour un mandat d'1 an. Et tout en plaçant donc sa mission sous le sceau de la continuité des actions déjà menées, le président entrant de l'AES a décliné également les axes prioritaires de la mission qui constitueront l'ossature de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération. Frédéric Azeglo, on dira aujourd'hui que l'AES fait son chemin, donc c'est aujourd'hui une organisation avec laquelle il faut compter. Oui, c'est une organisation avec laquelle il faut compter parce que les trois États qui sont à l'origine de cette initiative, ils sont restés jusqu'à maintenant, plus d'1 an. Et donc je vais dire que l'AES n'est en train que de tisser sa corde au bout de l'ancienne.
Quand je prends par exemple la CEDEAO, c'est comme ça la CEDEAO a vu le jour et des présidents, des chefs d'État sont succédés. Donc des chefs d'État en Égypte de la CEDEAO, on a connu partout, ça fait le tour, ça arrive sur les chefs d'État. Donc c'est le même procédé, c'est la même procédure qu'ils sont en train de faire. Quand j'ai vu Assimi Goïta transmettre le flambeau à Ibrahim Traoré, j'ai dit qu'ils sont en train de tisser leur corde au bout de l'ancienne. Maintenant, je crois qu'il est permis à tout individu sur Terre d'appartenir à l'organisation de son choix. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que nos pays soient gouvernés au profit des habitants, de nos concitoyens. Et si ce qu'ils sont en train de faire en tant qu'AES donne du bien aux habitants de l'AES, mais pourquoi ne pas faire confiance à ça et les laisser marcher? Parce qu'il faut que le Malien se sente bien géré, il faut que le Burkinabé se sente bien géré, il faut que le Nigérien se sente bien géré. Et si tel est le cas, eh bien, bon vent à eux. Même si ce n'est pas le cas, je vais dire que c'est ensemble qu'on arrive à faire ce qu'il est bien. Dès qu'il a l'approbation de ses pairs, je veux dire, le président du Mali, le président du Niger, et donc le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui a aujourd'hui entre ses mains les rênes de l'AES, peut se dire, bon voilà, je suis accepté par mes pairs et que je ne peux que aller. Ils savent dans quelle mesure ils sont en train de faire leurs travaux et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Comment vous expliquez Marcel Aguissinou? Parce qu'il y a un peu plus d'un an, lorsque ces dirigeants annonçaient la création donc, de l'AES, les gens ne vendaient pas cher la peau de cette organisation, mais un peu plus d'un an après, elle tient. Oui, tout relève de la volonté politique. Et on dit souvent que vouloir, c'est pouvoir. Vous savez que ces trois pays viennent de loin. Étant donné qu'ils viennent de loin, ils marchent avec une certaine rigueur et avec leur population, même si aujourd'hui il y a plusieurs écoles qui sont créées derrière ces pouvoirs militaires, n'empêche, si vous regardez un peu comment est-ce que ces régimes autoritaires ont été vus le jour, vous serez convaincu que effectivement la population était derrière eux la population était derrière eux lorsqu'ils ont pris le pouvoir par la force, par les armes. Ils ont harangué la foule derrière eux. Mais aujourd'hui, il y a des scissions, des exclusions au sein de l'appareil exécutif. Vous savez mieux que moi que le Premier ministre malien a été limogé. Choguel Maïga. Oui, Choguel Maïga a été limogé. Il est en détention actuellement. Oui, voilà, il est présentement en détention. Tout n'est pas rose dans ces pays, mais ils recherchent la légitimité et la légalité vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis de leur ancienne classe, ou bien ancienne maison, qu'est la CEDEAO. Donc, la fois dernière, ils ont procédé par un sommet ordinaire, et c'est au cours de ce sommet, au cours de cette rencontre à Bamako, au Mali, que les trois dirigeants militaires, ils ont procédé par passer la main au jeune capitaine Ibrahim Traoré, l'homme fort du Burkina Faso. Et c'est vrai, lorsque il y a une organisation, une organisation qui a vu le jour, si vous êtes au nombre de 2 ou 3 personnes, vous allez vous créer certains principes généraux ou non, ou coutumiers, qui devait vous régir. C'est le cas aussi de ces alliances des États du Sahel où, pour la première fois, dès sa naissance, le colonel Assimi Goïta a pris les rênes et il a géré plusieurs, je peux dire 2 ou 3 ans,
Une année. Une année avant de passer la main à Ibrahima Traoré. Selon leur principe, c'est une présidente tournante. Ouais. Le jeune capitaine aussi va faire les expériences, va prouver ses expériences pendant un an. Et fin 2026, ce sera le tour du Niger. Ce sera le tour du président du Niger, le général Tiani. Mais est-ce que tout ce qu'ils ont annoncé dans cette passation de charge, ils vont le concrétiser dans les faits? Parce qu'ils ont dû la continuité des institutions. On va revenir à ça tout à l'heure, Frédéric Azeglo. C'est l'AES aujourd'hui, c'est ce trio-là, Mali, Burkina, Niger. On sait ce qui les unit. Ce sont des pays qui sont dirigés par des militaires qui ont perpétré un coup d'État, lequel coup d'État leur a valu d'être exclus selon les principes de la CEDEAO, et donc n'ayant pas apprécié cette exclusion, jugée inhumaine, etc. Ils ont créé l'AES, donc ça fait 3. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard du progrès de cette organisation, vous pensez qu'elle a vocation à s'élargir ou ça restera juste un trio qui fait route ensemble? Justement, je me pose souvent cette question. Est-ce qu'ils ont annoncé qu'ils laissent les portes de leur AES ouvertes à qui veut entrer? C'était le cas, pourquoi d'autres ne s'ajoutent pas à ça? Ça fait déjà 12 mois. Mais 12 mois, ce n'est pas encore aussi trop tard pour qu'on dise que les gens n'y adhèrent pas. Mais ce que je cherche à savoir, ce que je voudrais qu'on m'explique, si on peut me l'expliquer, c'est que les citoyens, comment est-ce que les citoyens de ces 3 pays-là conçoivent la gérance à laquelle ils sont soumis depuis l'avènement de l'AES. Comment est-ce que le Burkinabé se sent aujourd'hui? Comment est-ce que le Malien se sent aujourd'hui? Comment est-ce que le Nigérien se sent aujourd'hui? Comparé à la vie qu'il menait, comparé à la vie que ces populations-là menaient avant le système de AES. Si Marcel Agbessine avait dit, mon co-débatteur avait dit qu'il cherche une légitimité vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis de l'Occident, moi je ne trouve pas ça comme ça. S'il y a une légitimité à faire, il faut qu'ils retrouvent une légitimité qui mette leurs citoyens à l'aise. Parce qu'on dirige pourquoi? On gère un pays pour que les citoyens du pays se retrouvent dans le mode de gouvernement par lequel ils sont gérés. Alors, si aujourd'hui les gens ne manifestent pas encore, des pays ne manifestent pas encore leur appartenance, ou ils manifestent pas entrer dans l'AES, peut-être ça viendrait, tout dépendra des succès que les dirigeants de l'AES vont exhiber à la face du monde, la comparaison qu'on fera par rapport à la vie que menaient leurs citoyens avant l'AES et la vie que les citoyens mènent après l'AES. Voici amélioration deux États. Où vais-je demander si on attendra qu'un pays aussi connaisse un coup d'État militaire pour dire, bon voilà, l'AES c'est la case des coups d'État militaires et qu'il fallait rejoindre leur barque. Voilà. Donc, AES, des gens viendraient, des gens ne viendraient pas. Tout dépendra des succès qu'ils pourront montrer à la face du monde. Vous pensez que c'est une organisation qui tente aujourd'hui d'autres États? Dans la mesure, tente d'autres États, c'est-à-dire que... Pour rejoindre? Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. À l'heure où nous parlons, ces États sont minoritaires. Il ne faut pas ce que nous appelons... les institutions, c'est-à-dire qu'ils ne provoquent pas dans l'ordre international juridique la reconnaissance. Ils ne prouvent pas leur reconnaissance. Les États existants ne peuvent pas les reconnaître comme en tant qu'État, bien que ce sont des États anciens, mais il y a certains critères de reconnaissance en droit international. Aujourd'hui, si vous voyez le discours, si vous décortiquez bien le discours que ce soit Assimi Goïta ou de Ibrahima Traoré, ça relève d'une insuffisance au sein de cette organisation, cette confédération qu'est l'AES. Parce que moi j'ai relu leur communiqué final. Il se cache là-bas un élément très fondamental qu'est la recherche de la légitimité. C'est quoi? Parce qu'ils se reprochent de quelque chose.
vis-à-vis de leurs concitoyens. Au Mali, on croyait que la junte serait un messie, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Les dernières agitations, pénurie du carburant en dit long. Parce que la junte au pouvoir n'arrive pas à assumer ce que nous appelons juridiquement la plénitude du pouvoir, l'exclusivité du pouvoir. Un État ou bien un dirigeant qui réclame, qui clame haut et fort sa compétence, sa souveraineté, doit être souverain sur tous les plans. Comme l'a dit le juriste allemand Jelinek, que la souveraineté, c'est la compétence de sa compétence. Aujourd'hui, est-ce que le Mali assume véritablement cette compétence reconnue à un État souverain? Non. Il y a la création au sein du Mali d'autres groupes armés. Génim a été créé qui mène la vie dure aux autorités militaires au pouvoir. Mais ça c'est avant le coup d'État. Mais présentement, Génim, c'est Génim qui avait fait que il y a pénurie de carburant pratiquement un mois déjà. Parce que ce groupe de djihadistes incendiait les camions citernes qui transitaient vers la capitale du Bamako. Donc vous pensez qu'au sein de l'AES, on ne montre pas encore un vrai succès militaire? Non, il n'y a pas un vrai succès militaire. S'il y a un vrai succès militaire... Il y a quand même reconquête de plusieurs pans du territoire. Mais aujourd'hui, allez questionner les Maliens qui vivent au quotidien l'expérience de cette conquête. Ils vous diront que non, que plutôt il y a la recrudescence du djihadisme au nord et même au sein de la capitale, parce que la capitale a été tentée plusieurs fois par ces groupes de djihadistes. Le Génim qui a été créé tout récemment. Donc, moi je dis que la souveraineté là même est en train d'être cédée à d'autres puissances extérieures. Si vous êtes souverain, il y a certaines choses qu'on ne cède pas à la puissance occidentale ou non. Aujourd'hui, vous verrez que le Mali est sous le coup, le Burkina est sous le coup. Il n'y a pas la plénitude du pouvoir. D'accord. Et c'est ce que disait Frédéric Azeglo, si l'AES doit séduire, ce sera par les succès qu'elle va engranger. L'AES, quand même, au cours de ce sommet, a fait une annonce importante, c'est-à-dire les chefs d'État ont accordé une attention particulière à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, la BCID, donc qui est destinée à garantir un financement durable des projets communs et des programmes de développement de l'Alliance. Donc, les ambitions sont là. Les ambitions sont là. Les banques internationales, on a connu la BOAD, on a connu toutes les banques là qui ont eu pour vocation de soutenir financièrement les idéaux des États réunis. Bon, ça c'est une ambition, c'est un désir, attendant de voir jusqu'où ça pourra aller. Parce que si les trois pays AES disent qu'ils sont à part, qu'ils se sont mis à part et qu'ils n'appartiendraient plus à telle ou telle organisation, c'est de leur désir, ils sont libres d'appartenir à l'organisation de son choix. Cependant, moi j'ai toujours eu de petites craintes. Ces trois États sont des États qui n'ont pas accès à la mer. C'est des États du Sahel, comme eux ils le disent. Ils n'ont pas accès à la mer. Cela pourra jouer un peu sur les activités commerciales. Et heureusement qu'il y a des États, pour eux, qu'il y a des États sur la côte qui disent, bon, nous ne nous rangeons pas derrière ce que disent les autres et que nous sommes là pour vous accompagner. J'ai envie d'applaudir les chefs d'État qui prédisposent leur port pour servir les pays de l'AES. Cependant, c'est-à-dire, on est quand même un peu obligé parce que ces trois pays aussi sont de grands pays de commerce et on ne peut pas avoir un port et refuser de collaborer avec eux. On est obligé, mais c'est une bonne volonté du président du Conseil du Togo qui prédispose le port du Togo pour servir. Il y a allez-y voir
un caractère de fraternité, hein, d'amitié dans ce désir. Et donc, là, ce qui manque, ce qui reste pour les États de l'AES, c'est de voir comment conjuguer les efforts pour que on n'ait pas d'ennemis là, d'ennemis ici, d'ennemis ça, et qu'à l'intérieur même de leurs États, qu'on essaie de parler un peu le même langage. Il est vrai, tout le monde ne peut pas parler un seul langage, tous ne peuvent pas réfléchir de la même manière, mais il faudra quand même par moment mettre de l'eau dans son vin pour que le maître mot ne soit pas la guerre, la malcompréhension entre les fils d'un même État pour des causes de petites causes, qu'on cultive la paix, qu'on mette la paix au milieu et qu'on tout gravite autour de la paix, même s'il y a des erreurs à punir, on les regarde un peu, on fait, afin que la paix soit le levier central qui règne dans les trois pays de l'AES. Par exemple, quand nous prenons le président, l'actuel président de l'AES, donc Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est beaucoup applaudi chez lui. Au même moment, il est aussi très critiqué. Alors, il faut qu'ils arrivent à faire un peu le juste milieu. Il est vrai, vous ne pouvez pas plaire à tous les 7 millions de Burkinabés, mais il faut qu'on ajuste un peu les choses afin qu'il n'y ait pas trop de mécontents. L'autre chose que les chefs d'État ont salué, c'est les discussions en cours entre l'AES et la CEDEAO. Parce que pour beaucoup, le fait pour ces pays d'avoir quitté la CEDEAO, c'est une rupture de pont, mais on a envie de dire qu'on ne peut pas non plus faire sans la CEDEAO. Oui, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas une rupture décisive. Ils ont exprimé leur volonté qu'ils ne se retrouvent pas dans les lignes politiques et économiques et militaires même de la CEDEAO. Et c'est une décision salutaire. Mais, étant donné qu'il demeure toujours, il reste toujours dans l'espace de la CEDEAO, ils doivent respecter certains critères de sortie de cette institution. Et il y a certains documents aussi à signer avant une sortie définitive. C'est comme si le Brexit de la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, lorsqu'elle a exprimé sa volonté de la sortie de l'UE, vous avez vu comment est-ce que cette sortie a été une traversée du désert. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas une tente dressée pour le sommeil. Ça a connu des étapes en gradation, en crescendo, jusqu'à une sortie définitive avec ses conséquences. Donc, il en va de même pour la CEDEAO, et le Mali, et le Burkina, et l'autre là, et le Niger. Ils doivent respecter aussi une procédure étape par étape, au cas par cas. Oui, mais je pense que c'est fait, puisqu'après un an, selon les principes de la CEDEAO, la sortie est actée. Donc, oui, même si la sortie est actée, dans les coulisses, c'est les fonctionnaires qu'il faut, les fonctionnaires de ces pays. Il y a des fonctionnaires. Il faut leur trouver maintenant d'autres destinations. Oui. D'autres destinations, d'autres endroits. Mais on voit quand même, et je le dis contrairement à ce que les gens pensent, l'AES est devenue une institution, une organisation, la CEDEAO, les deux discutent. Il n'y a pas inimitié. Pour le moment, il n'y a pas inimitié. C'est difficile qu'il y en ait, parce que l'AES ne peut pas non plus faire sans la CEDEAO et vice-versa. Mais on parlait des ports, aujourd'hui beaucoup de pays de la CEDEAO sont des pays côtiers. Vous ne pouvez pas faire sans ces pays-là. Et vous ne pouvez pas faire aussi sans l'Interland non plus. Vous ne pouvez pas faire sans les pays de l'AES, parce qu'ils sont des commerçants ambulants. On a besoin ils sont majoritairement dans le système monétaire et autres, ils abondent le marché africain. Donc, dans toutes ces choses-là, toutes ces personnes, tous ces trois pays qui sont des commerçants ambulants, vous allez les voir partout en Afrique. Vous ne pouvez pas faire dos à ces gens. Parce que si la CEDEAO gérait... Eux non plus ne peuvent pas faire dos à nous. C'est une séparation souple mais rigide d'une manière ou d'une autre. Mais il y a certains pays
dans l'AES qui veut une rupture rigide. Ça serait difficile parce que tous les chefs d'État des 3 pays ont salué les discussions entre leur ministre des Affaires étrangères et le président de la commission de la CEDEAO. Je rappelle que ces pays sont toujours membres de l'UEMOA, participent aux emprunts obligataires sur les marchés, donc jouissent pleinement. Mais je sais, je vois. Mais leur décision, la décision des 3 pays de l'AES, ils ne prennent pas des décisions immédiatement. Ils analysent, ils voient l'adversaire, comment est-ce qu'ils vont le contrer. Vous allez voir, dans les jours à venir, ils vont prendre une décision aussi qu'ils vont sortir dans l'UEMOA. C'est impossible, parce qu'ils ont envoyé une mission réitérée à l'UEMOA qu'ils sont membres intégral. Moi, je rêve même que ce pays-là retourne à la CEDEAO un jour. Parce que quand vous voyez bien le tableau, dans la CEDEAO, nous avons l'OCAM, non? Nous avons de petites organisations, nous avons le Conseil de l'Entente, etc. Donc, ça veut dire, on peut être AES, mais appartenir individuellement. Parce que c'est juste la décision de 3 militaires qui sont arrivés au pouvoir de la même manière, et donc leur arrivée a été sanctionnée par la CEDEAO, et dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Sortons. Ils sont sortis. Je suis sûr qu'ils ne vont pas me dire qu'ils ne sentent pas des choses négatives par rapport à leur sortie brusque de la CEDEAO. CEDEAO, c'est la maison commune. CEDEAO, c'est notre maison commune. On ne peut pas quitter définitivement comme ça. Ils trouveront moyen pour revenir. D'autant plus qu'on est en train de parler. Si les présidents de l'AES disent que, bon voilà, nous sommes satisfaits des décisions qu'on est en train de faire, alors que le désir de la CEDEAO, c'est de voir ces 3 États retourner à la maison. Et bien si eux tous, la CEDEAO et les États de l'AES s'accordent à dire que bon voilà, nous avons des discussions qui sont fructueuses, ça veut dire qu'on est en train d'acheminer vers un but commun. Et donc c'est pourquoi je dis, entre guillemets, il peut arriver un jour que ces 3 États, individuellement ou collectivement, rejoignent la maison qui est la CEDEAO. C'est le principe, c'est le souhait, mais vous oubliez que ce sont des militaires. Les militaires, eux, ils ne marchent pas comme ça. Ils ne seront pas dirigés éternellement par les militaires. Mais ils se sont octroyés à des mandats. C'est 5 ans pour certains. Oui. Ils ont prêté serment sans élection. Un État est plus âgé que tout le monde. Vous pensez que la suite, personne ne le sait. D'accord. Si vous permettez, on va aller au second sujet. On va parler du Nigeria, où les États-Unis ont annoncé avoir mené de nombreuses frappes meurtrières contre l'État islamique. Pour la première fois, donc, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis interviennent militairement au Nigeria. Le président américain a annoncé avoir ciblé le jeudi 25 décembre, jour de Noël, l'organisation de l'État islamique au nord-ouest du pays, qu'il accuse de massacre de chrétiens. Les frappes ont été approuvées par Lagos, c'est ce qu'a déclaré Washington. Des frappes parfaites le jour de Noël. Dans son message à la nation sur sa plateforme Truth Social, le président américain donc a annoncé avoir mené ces attaques en représailles aux attaques des chrétiens dans le pays. On voit Marcel Agbessilou, un Donald Trump de plus en plus guerrier maintenant. Vous savez, si vous gouvernez un tel grand pays, la première puissance mondiale, vous devez vous soucier de la vie, de détresse des autres pays aussi. Même si vous avez un pouvoir extraordinaire que vous exercez dans des limites extraordinaires, mais parfois vous pouvez franchir ces limites-là par votre veto. C'est ce qui a été fait le 25 décembre par les États-Unis, mais à la demande des autorités nigérianes. C'est la communication officielle. C'est la communication officielle. C'est suite à la demande des autorités nigérianes que les États-Unis ont frappé sévèrement ces groupes islamistes au nord-ouest du Nigeria. Vous tenez-vous bien que depuis 2014, et même avant cette date, le Nigeria, le nord-ouest, n'a jamais eu une tranquillité, une stabilité normale. Parfois, naturellement, c'est beaucoup Haram qui sévissent en enlevant
des jeunes filles, des lycéennes de Chibok à l'époque, elles étaient à 276 lycéennes enlevées. N'eût été la collaboration militaire, les 50 et quelques là ne seront pas élargis. Donc, je peux vous dire que un dirigeant soucieux, un dirigeant qui prend ou bien qui a mis au centre de son développement ses concitoyens, doit collaborer avec d'autres puissances étrangères à travers la coopération militaire pour au moins contrer telle ou telle situation anormale qui prévaut sur son territoire. C'est ce qui a été fait par les autorités nigériennes à la demande, qui ont fait une demande naturelle auprès de la grande puissance mondiale qu'est les États-Unis. Mais ce que je vois derrière ça, est-ce que ça va, cette présence, cette première présence du régime de Donald Trump, quelles seront les implications? On voit, nous tous, nous avons vu les frappes. Ils ont anéanti ces groupes qui sévissent au nord du pays. Mais les États-Unis n'interviennent pas comme ça sur des terrains militaires sans les gages, sans les garanties, commerciales, financières ou autres. J'ose croire que les jours à venir nous diront est long. Alors, on nous dit que c'est sur l'accord du Nigeria que les États-Unis ont pu mener cette frappe. C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de bilan qui a été communiqué, mais quand on lit le message de Donald Trump, je cite, il dit « J'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher, et ce soir, ils ont payé. Il a écrit cela avant d'ajouter « Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts. Est-ce qu'on est sûr que les États-Unis ont fait le boulot? Oui, ben moi je peux être sûr que les États-Unis ont fait le boulot, parce que toute personne qui aime la vie, toute personne qui a une conscience vivante, qui voit comment les chrétiens sont malmenés, traînés, tués au Nigeria, va avoir compassion. Mais je rappelle qu'il n'y a pas que les chrétiens, même les musulmans sont aussi victimes du terrorisme. Voilà. Victimes encore que d'autres. Ce qui se passe là, surtout dans les contrées musulmanes au Nigeria, quand surtout les églises sont les cibles des djihadistes et d'autres musulmans, les élèves enlevés, les lycéens, tout ça là. Quiconque a la compassion et le pouvoir de pouvoir faire arrêter ça, doit vouloir le faire. C'est ça la position de Donald Trump. Donald Trump trouve qu'il a la force et la puissance de contrer ça. Il trouve qu'il peut intervenir pour faire diminuer ou arrêter ça. Et donc, qu'il le fasse pour des contrats commerciaux, moi ça ne me regarde pas, mais il le fait pour faire peur à l'éternel tueur qui est au Nigeria et qui sème la terreur au Nigeria. Ça fait que le Nigeria n'est pas un pays que quiconque peut se lever, aller fréquenter, aller au Nigeria, chaque fois que tu annonces à quelqu'un que tu vas au Nigeria, la première question qu'on te pose est tu vas où au Nigeria? Même des Nigériens, des Igbos sur notre territoire Togo, ils disent Togo is a land of peace. Qu'il n'y a pas du tout la paix au Nigeria. Ça veut dire quoi? L'intervention de Donald Trump n'est que salvatrice, hautement salvatrice, très hautement salvatrice. Je ne trouve pas qu'il le fasse pour quelque chose parce que l'Amérique dit, les Américains ont une chose dans leur tête, ils disent nous sommes les maîtres du monde, nous sommes les gendarmes du monde, quand ça ne va pas quelque part, nous allons remettre de l'ordre. Je crois que c'est dans cette logique-là que Donald Trump s'est levé, il a demandé à faire la guerre aux djihadistes qui sèment toujours la terreur au Nigeria. Et donc, s'il peut continuer encore à le faire, qu'il aille le faire. Et maintenant, le Nigeria, les autorités du Nigeria n'ont dit nulle part que leur espace aérien a été violé. Non, le ministre de la Défense et le ministre de la Guerre américain ont dit avoir travaillé ensemble sur ce dossier. Et donc, bon va à Donald Trump, il peut reprendre encore à la Saint-Sylvestre,
qu'il le fasse pour que la paix revienne un peu là-bas au Nigeria. Il a d'ailleurs dit, quand il a dit Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts qui seront encore plus nombreux si leur massacre de chrétiens ne se poursuit. Voilà. Ça veut dire qu'il est prêt à continuer à massacrer les terroristes sur le territoire nigérian si ceux-ci ne cessaient pas leur sale besoin. Oui, c'est la déclaration que Trump a fait. C'est un peu bizarre que nos États africains cèdent leur souveraineté au vieux au sud de tout le monde, à la grande puissance, aux puissances Qu'est-ce qui est gênant dedans? Occidentales et autres. Si vous êtes souverain, ça se résume, ça se traduit à travers comment est-ce que vous assumez la plénitude et l'exclusivité de votre territoire. L'exclusivité suppose que vous arrivez au moins à contrôler tout le territoire et votre territoire est dans votre main. Mais si aujourd'hui les autorités nigériennes ils ont fait appel à la grande puissance mondiale qu'est les États-Unis de venir à leur rescousse, c'est comme si il y a une démission à ce niveau. Il y a une démission par rapport à la lutte contre les djihadistes. Admettons que c'est un autre pays qui attaque le territoire nigérien. Comment est-ce que les autorités nigériennes vont le faire? Un groupe de djihadistes, vous n'arrivez pas à les massacrer, vous n'arrivez pas à les dompter et vous allez partir faire... On est aussi sur de la guerre asymétrique, ce n'est pas une cible qui est positionnée quelque part où on va dire qu'on les a détruits. Mais vous savez, le Nigeria est considéré comme le géant en termes de lutte ou bien en termes de logistique pour lutter contre tel ou tel mouvement djihadiste. Le Nigeria est équipé. Le Nigeria est équipé. Vous le savez mieux que moi que lorsque le président, on a voulu déstabiliser un président la fois dernière, c'est l'armée nigériane qui était venue qui était venue à son rescousse. Donc, si nous en tenons à cette hypothèse, mais c'est un peu bizarre de faire rapidement l'appel aux États-Unis de venir massacrer, faire des frappes aériennes sur un territoire qui a été reconnu territorialement souverain. C'est comme si les autorités nigériennes ils n'ont pas la maîtrise du terrain. Frédéric Azeglo, Marcel Agbessilou touchait un point important. On a vu quelques jours précédemment le Nigeria intervenir au Bénin et mener ce qu'on a qualifié de frappe chirurgicale pour arrêter une tentative d'attentat contre la sûreté de l'État. Ce même Nigeria, aujourd'hui, est incapable de mener des frappes chirurgicales sur son propre pays et a besoin des États-Unis. Ce n'est pas aujourd'hui que le Nigeria est incompétent. Muhammadu Buhari, quand il venait remplacer Goodluck Jonathan, il dit non, il dit combattre le terrorisme. Il a fait 8 ans, le djihadisme est toujours là. Il a fait 8 années correctement, proprement, il est parti, le djihadisme est là. Ça veut dire que le Nigeria, l'armée du Nigeria a un peu de pain sur la planche vis-à-vis ce terrorisme qui gangrène la sécurité chez lui. Et donc... c'est un aveu de faiblesse, cette intervention américaine? Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez depuis la nuit des temps... Oui, parce que c'est un géant africain, donc non, finalement... depuis la nuit des temps, vous savez, lorsque l'Israël bombardait ses ennemis l'autre fois, il a fait appel à d'autres forces, etc. Donc, la coopération militaire existait depuis la nuit des temps. La coopération militaire existait depuis la nuit des temps. C'est comme si vous trouvez des grandes équipes de football en Europe qui achètent encore des joueurs dans d'autres pays pour venir renforcer leur équipe. Ça, c'est pas interdit. Moi, je ne trouve pas que c'est ça un aveu de faiblesse. Plutôt, c'est un système, un truc qui fera plus peur à ceux qui ont décidé de semer la peur
au Nigeria et en Afrique et dans le monde. Si, par exemple, quand nous prenons ce que les djihadistes font, le comportement qu'ils mènent, ils tuent les gens, ils tuent des populations, ils incendient les églises, ils enterrent les gens vivants, ils font n'importe quoi. Ils ont des alliés partout dans le monde. Ils ont des alliés partout dans le monde. Il n'y a pas qu'au Nigeria où le djihadisme sévit. Alors, si l'armée des États-Unis vient bombarder des positions djihadistes au Nigeria, ce sera un message dur envoyé à ceux qui promeuvent, soutiennent et font soutenir le djihadisme à travers la planète entière. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un aveu d'échec ou de faiblesse. Non. Mais c'est juste une coopération qui puisse donner une efficacité à l'action contre le djihadisme. Alors, le commandement Afrique de l'armée américaine affirme que l'attaque ou bien la frappe a été menée dans l'état de Sokoto. Nous sommes dans le nord du Nigeria. Mais des populations de cet état ont estimé que la zone où l'attaque a été menée n'a plus été la cible d'attaques djihadistes depuis au moins 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? On estime qu'on ne sait pas attaquer aux vraies cibles? Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas votre territoire, même si... Bon, il paraît que le renseignement nigérian a aidé. Même si le renseignement nigérian, qui normalement devait aider, et qui a d'ailleurs aidé les États-Unis à frapper telle cible, c'est comme si ils ont induit les États-Unis en erreur. Il n'y a même pas d'erreur. Parce que le renseignement militaire peut dire qu'il y a quelque chose en préparation. Même s'il y a 42 ans, on n'a pas travaillé là. Les renseignements militaires vont dire qu'il y a quelque chose qui serait en train d'être en préparation, en train de fait là-bas pour attaquer. Et donc, c'est peut-être un truc en préparation qu'on a cassé. Un renseignement, si vous avez le renseignement, c'est comme si vous détenez tout. La fois dernière, si nous revenons encore, nous faisons marche arrière, pour évoquer le coup d'État raté du Bénin, c'est l'appui logistique de la France qui a servi aux troupes terrestres de contrer ces mutins. L'appui logistique ou bien le renseignement, c'est quelque chose qui est tellement principal et énorme au sein d'une armée. Si les autorités du Nigeria, les autorités nigérianes, ils ont fait appel aux États-Unis de venir frapper tel endroit. Et voilà que la population est en train de dire de faire un acte contraire que non, l'endroit là, c'est un ancien endroit. Il n'y a plus des djihadistes, il n'y a plus des terroristes. Alors que le président, le numéro 1 américain, a commencé par frapper la poitrine en se réjouissant que bon, il est en train de souhaiter joyeux Noël à tout le monde, y compris les terroristes, les djihadistes, sans prouver, sans montrer les corps de ces terroristes qui ont été frappés, muselés. Il y a quelque chose en guise sous roche. C'est comme si on est en train de cacher quelque chose. Je ne sais pas si c'est effet d'annonce ou bien on est en train de faire trompe-œil. Il va falloir qu'on montre les corps. On montre là où on a frappé, l'endroit où on a frappé, combien ils étaient là-bas. Ils étaient combien avant les frappes. Et après les frappes, ils étaient combien? Quels sont les blessés? Quels sont les décès? Les décès sont estimés à combien de personnes? On ne nous a pas montré ces chiffres, mais on commence par frapper la poitrine en souhaitant joyeux Noël à tout le monde, y compris les terroristes. Frédéric Azeglo, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui de crainte parce que certains disent qu'avec les États-Unis, donnez-leur un petit morceau de souveraineté et ils prennent tout? Oui, naturellement. Naturellement. Tu sais, celui qui donne est toujours plus fort. Qui donne la force, qui donne son soutien, qui donne son parapluie, paraît toujours plus fort. Mais si c'est à ce prix que la paix reviendrait au Nigeria, moi je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce que regardez un peu la souffrance de ces peuples-là.
Voyez comment on vient, vos enfants ils vont à l'école, les filles ne reviennent plus, on les ramasse, on les marie de force à des bandits dans la brousse quelque part, et les filles de 18, de 16, 14, 15 à 18 ans deviennent des mamans porteuses d'enfants là-bas, ils préparent des repas pour les trucs qui sont leurs épouses forcées, et c'est comme ça la vie des filles finissent, et maintenant quand quelqu'un veut bronzer, on lui tire dessus, on brûle des maisons, on brûle des églises, on incendie des bus, etc. S'il faut donner une parcelle de souveraineté entre griffes à quelqu'un plus fort entre griffes pour venir aider à éradiquer ce fléau-là, eh bien moi je ne suis pas contre. Pas du tout. Il n'y a pas de peur selon vous? Non. Vous savez? Non. Même quand Parce qu'ils disent qu'ils vont continuer. Bon, après, on sait quand, comme disait Yadema, on sait quand et comment ça commence, mais on ne sait jamais quand et comment ça finit. L'Américain ne deviendra jamais président au Nigeria. C'est clair. Un Américain ne va pas déposer la candidature au Nigeria et dire votez pour moi. Vote for me, vote for me. I'll be the next president. Ça ne peut pas arriver. Oui, mais en même temps, aucun Russe ne sera président au Burkina ni au Mali. Mais les gens ont des craintes que, en donnant ces genres d'accès, on perd un peu de sa souveraineté. Là, il faut perdre un peu de sa souveraineté. Là. Regardez, je vais donner un exemple terre à terre. Vous êtes un père de famille, voilà, il y a la rentrée là. Et, bon, pas la rentrée, nous sommes dans la période de fête. Et la maison, ça ne marche pas, quelqu'un d'autre vient. Il apporte de la nourriture, des jouets aux enfants, il fait ce qu'il doit faire, il dit... Les enfants applaudissaient, mais on doit dire merci à celui-là qui est venu intervenir. Il n'est pas devenu de facto le papa de la famille. Cependant, il aura joué un rôle très important, louable. Je crois que nous sommes au XXIe siècle et que l'époque de la colonisation est passée depuis. Mais même si on accepte que l'Afrique n'a pas encore totalement définitivement acquis l'indépendance selon le sens propre, le sens total du mot, nous sommes tous d'accord. C'est-à-dire, je ne me rappelle pas avoir compris un jour alors qu'un Togolais, un Africain, s'en va inspecter des élections en France, en Angleterre, en Amérique, les législateurs togolais. Non, mais il n'y a jamais eu ça. Mais quand il y a élection au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Ghana, partout où vous voulez, il y a des observateurs de l'ONU, de la CEDEAO, de quoi, qui viennent voir. Donc c'est pas un aveu d'échec ou de faiblesse, mais les choses sont ainsi faites. Petit à petit, nous allons passer aussi ces étapes-là. Aujourd'hui, rien ne surpasse la paix. Rien ne surpasse la paix. Si M. Trump peut venir faire la paix, qu'il vienne faire. Trump n'est pas à sa première, il n'est pas à sa propre expérience. Il est en train de dire à Nicolas Maduro que je viendrai tirer là-bas et mettre les pendules à l'heure. Ça veut dire, comme Samuel l'a dit au départ, nous avons le deuxième mandat de Trump qui est un mandat de guerre. Il nous a promis qu'il allait régler l'histoire de Vladimir Poutine dans 2 semaines, ça fait bientôt 1 an, il n'a pas encore fait. Et donc, attendons de voir. Merci, on va marquer la pause, hein, le temps est déjà parti, on reviendra en seconde partie, peut-être te dire encore un mot là-dessus.